Et on va démarrer avec une première table ronde intitulée de l'or dans vos poubelles. L'opération pilote de tri, collecte et valorisation des biodéchets menée par le Synorca, conduite par le Synorca depuis maintenant 1 an, avec 70 ou 80 établissements. Et je vais donc appeler à nous rejoindre Stéphane Martinez, qui est vice-président de la commission qualité et développement durable du Synorca, et par ailleurs, vous allez le comprendre, très impliqué dans ce dossier. Roger Beaufort, donc Moulineaux Compost et Biogaz, vous travaillez en partenariat avec Stéphane. Alors, Antoinette Gull, l'adjointe au maire de Paris, devait nous être présente, mais elle nous a envoyé à la place de Mme Gull, Mme Lard, qui travaille à la mairie, et qui est accompagnée de M. Nicolas Poutot, qui travaille au Conseil régional d'Île-de-France. Merci de prendre place. Alain Fontaine, du restaurant Le Mesturet, et Jean-Christophe Strubert, qui était avant chez Françoise et qui maintenant s'occupe du restaurant du Sénat. Jean-Christophe, écoute, prends place. Et le sénateur Mickaël, qui au-delà d'être coprésident du club de la table française et donc qui connaît bien vos métiers, et le spécialiste de ces questions de déchets. Il arrive, il est dans sa voiture en arrivant du dessin, donc on a bien fait de démarrer en retard. Donc, ce que je vous propose pour démarrer cette table ronde, c'est de démarrer sur ce fameux projet et que vous nous rappeliez, Stéphane puis Roger, les conditions et les attendus de ce projet. Et on a un petit film qui va être diffusé, un PowerPoint, donc on a 10 minutes, un quart d'heure pour présenter tout ça. Alors c'est toi Stéphane, peut-être tu veux juste dire un mot introductif ? Moi, bonjour, il faut que je me lève, parce que moi aussi j'ai du mal. Je vous remercie à tous d'être là aujourd'hui. Et je voulais remercier surtout toutes les équipes qui ont participé à ce projet. Parce qu'un projet, ça se monte pas tout seul. Il y a beaucoup de gens derrière. Donc je vais faire le processus inversé. Normalement, on applaudit à la fin. Mais là, je vais vous demander d'applaudir et vraiment très très fort pour toute l'équipe du Synorca et toute l'équipe de chez Moulineaux et tous les professionnels qui ont participé à ça. Je vous demanderai de faire une ovation pour tout le monde. Ouais. Bravo. Alors, j'ai mon téléphone qui est là parce que on ne sait jamais. J'ai que 3 minutes pour parler, 4 minutes. Le directeur du syndicat, il m'a dit attention, si tu dépasses les 4 minutes, je t'envoie un SMS, il faut que tu te poses le micro. Donc, il est là, si ça vibre, M. Troué, vous inquiétez pas. Ce projet pilote, il a été monté l'année dernière, c'était un projet. Aujourd'hui, c'est plus qu'un projet, c'est vraiment, on fait partie des pionniers. Collecter les biodéchets, ça restera gravé à jamais dans l'histoire de notre profession. Pourquoi ? On a réussi à fédérer 80 professionnels, on a réussi à collecter 585 tonnes de biodéchets qu'on a réussi à valoriser et surtout on a sensibilisé 1500 salariés au gaspillage alimentaire et à la mise en place du tri des biodéchets. Donc ça, c'est quand même très impressionnant aujourd'hui d'arriver à quelque chose comme ça. Alors, trier les biodéchets en 2015, c'est quoi ? C'est ça. Normalement, enfin, on manque de budget, donc d'habitude on fait comme chez Ardisson, mais l'année prochaine, je crois qu'avec le GNI, on aura plus de budget. Donc là, c'est parti. Si on peut avoir le son. La poubelle verte, ça part fait en incinération. Maintenant, on met ça dans la poubelle marron, ça part directement en valorisation, donc c'est beaucoup mieux. C'est simple, ça permet de valoriser des déchets comme le pain pour les transformer en énergie. C'est simple et c'est naturel de le faire aujourd'hui. Pour valoriser notre marque de café. Oui, c'est bien, c'est très bien. Parce que c'est un travail d'équipe qui implique tout le monde dans le restaurant. Chez Ardisson, ça marche. Hein. Là, il dit c'est bien. Là, il dit c'est bien. Là, il dit c'est pas compliqué, ça mange pas de pain. Là, c'est ce qu'il dit. Là, je me rappelle plus ce qu'il a dit, mais c'est très intéressant. Là, c'est super, Alain Fontaine. Ah, monsieur, très bien, ça. Très bien. Ça, c'est super. Non. Ouais, là, c'est super, je dis. Merveilleux. Bon, ce qui est bien, c'est qu'il y a 2-3 personnes dans la salle qui pourront nous expliquer ce qu'elles ont dit. Voilà. On verra si on pourra... Ce que je propose, c'est qu'on poursuive avec le PowerPoint, le temps qu'on recale le son de cette vidéo. Ça doit être juste une fiche peut-être qui est débranchée. Et puis Franck, il est très convaincu. Alors,
Ce matin, Non, mais je pense en tout cas le film, effectivement, c'est quelque chose d'important à retenir, que le projet, je pense que ceux qui le portent, c'est effectivement les restaurateurs. C'est eux qui ont trouvé les solutions pour trier ces biodéchets. Et du commis de cuisine au chef de l'établissement, tout le monde a été impliqué. Alors, quels étaient un peu nos... Je vais voir si ça marche. Tac. depuis ce matin, Voilà. ça marche très bien le PowerPoint. Hein, Voilà. ok. Quels étaient un petit peu nos objectifs au départ? C'était effectivement de découvrir quelles étaient la clé de la réussite, puisque effectivement, tout nous engage à aller vers le tri des biodéchets. Mais maintenant, comment le mettre en place? Comment aller se passer les collectes? Comment en cuisine s'organiser pour trouver de la place? Comment former le personnel? Voilà un petit peu les objectifs qu'on avait, assez ambitieux. Et au final, comment engager la filière vers ce qu'on appelle aujourd'hui l'économie circulaire. Alors, on partait d'un petit peu loin pour diverses raisons. Aujourd'hui, le tri des déchets en général n'était pas forcément implanté dans tous les établissements dans lesquels on est allé. Un des constats qui a été fait avant l'opération pilote, c'est effectivement de voir que seuls 25% des 80 établissements triaient le carton, par exemple. Alors, pardon, je vais reprendre. Plutôt, ne valorisent pas leur carton. Pour autant, il est effectivement trié. C'est un peu la photo que vous voyez. C'est un bac à couvercle vert, donc du coup généralement dédié aux ordures ménagères résiduelles, aux déchets en mélange, sur lequel il y a écrit déchets carton. Parce qu'effectivement, ils sont triés dans les établissements, mais les fréquences de collecte aujourd'hui proposées par le service public sur la collecte du carton ne permettent pas d'effectivement se les faire collecter tous les jours. Et du coup, voilà, seulement 25% des établissements sont équipés pour valoriser leur carton. Sur le verre, il y a effectivement quelque chose de plus historique qui était déjà implanté, mais ce n'est pas encore généralisé dans tous les établissements. L'autre chose auquel on était confronté au début de cette mise en place, c'était aussi les fréquences de collecte. Les déchets en mélange aujourd'hui sont collectés tous les jours, donc 7 fois par semaine dans les établissements parisiens. Voilà. Et nous, du coup, une des choses aussi pour améliorer la logistique transport déchets, ça a été aussi de réduire cette fréquence et du coup de proposer aux restaurateurs une collecte 6 fois par semaine sur les biodéchets. Alors, ah oui, j'ai un peu plein de choses. Alors, le premier aspect, effectivement, la formation, je pense que une des choses essentielles comme bilan de cette opération pilote, c'est effectivement une méthode de tri qui a été trouvée par les professionnels, mise en application et qui fonctionne, comme l'a rappelé Stéphane tout à l'heure, 1500 salariés formés dans les différents établissements. Alors cette méthode de tri, principalement, c'est basé sur rendre visibles le déchet, arrêter effectivement de les cacher dans des sacs plastiques transparents noirs, ce qui permet deux choses. D'une part, de se rendre compte au quotidien de ce qu'on jette et du coup de pouvoir agir sur les pertes alimentaires, et d'autre part de garantir aussi une qualité de tri, puisque derrière on avait des agriculteurs qui attendent des biodéchets et pas de morceaux de plastique dans leur champ, et du coup on doit garantir, effectivement les restaurateurs ont réussi à faire un tri avec un taux d'erreur de tri inférieur à 2%, ce qui était un objectif, et le contrat a été rempli là-dessus. En termes de quantité de déchets, comme on l'a vu au départ, on s'était fixé quand même un objectif en termes de quantité, de collecter 200 tonnes en 6 mois. Pour faire ce premier calcul, on s'était basé sur deux choses. D'une part, les ratios qui existaient dans la profession sur différentes études. Et on avait très peu de retours d'expérience, puisque la plupart des études sont faites dans la restauration collective ou dans les grandes chaînes de restaurants. Et là, on était face à 80 participants qui pratiquent le fait maison au quotidien. Et du coup, effectivement, le fait de collecter beaucoup plus de déchets est en grande partie dû à la pratique du fait maison. Plus on fait de fait maison, plus il y a de biodéchets dans les poubelles. L'autre chose, c'est effectivement, on partait du principe, comme ça n'avait jamais été lancé, qu'on a eu beaucoup de retours en disant ça ne va pas être possible, il n'y a pas de place à Paris, vous n'arriverez, il n'y a pas de place dans les cuisines, c'est beaucoup trop compliqué pour les équipes. Je crois qu'on a eu un peu tout le panel, et du coup, effectivement, on pensait que sur les 80 établissements, seuls 50% peut-être réussiraient à mettre en place, ce qui n'a pas du tout été le cas.
seuls 10% effectivement des établissements ont rencontré des difficultés. Alors pas des difficultés techniques, mais plus parce que les établissements sont vivants, il y a des problèmes de management ou d'équipes qui se renouvellent, des travaux dans les établissements. Voilà, ce genre de choses ont été un peu pénalisantes pour 10% des participants, mais aucun problème technique rencontré. Donc voilà, et du coup, ce qui explique effectivement que l'objectif a largement été atteint avec 560 tonnes collectées et un objectif de 200 tonnes. Alors, une notion importante, effectivement, ces résultats, c'était un bon objectif de pouvoir donner des indicateurs à la profession, de savoir pouvoir évaluer rapidement quelle quantité de biodéchets on a dans son établissement. Alors deux ratios, un ratio en grammes par couvert, mais aussi un ratio en kilogrammes par salarié en cuisine et par jour. Plus on a de cuisiniers en cuisine, plus effectivement il va y avoir des quantités de biodéchets importantes, ce qui permet aussi de relativiser les choses entre un restaurant classique et un restaurant plus gastronomique, où finalement, alors qu'il y a une différence énorme en termes de grammes par couvert, il n'y a pratiquement pas de différence en termes de kilos de biodéchets par cuisinier et par jour. Voilà, ça, effectivement, c'est encore une fois la pratique du fait maison qui fait qu'il va y avoir des quantités importantes de biodéchets. Ces indicateurs sont importants aussi parce qu'ils vont nous permettre de travailler sur les pertes alimentaires, puisque chaque restaurateur peut aujourd'hui peser ses déchets et s'évaluer par rapport à ces ratios et voir effectivement s'il y a des marges de progression possibles ou pas. Alors il y a une deuxième table ronde après sur les pertes alimentaires, donc je clôt le sujet là et vous aurez plein d'informations sur effectivement qu'est-ce que ça apporte de trier les biodéchets et l'influence sur la maîtrise des pertes alimentaires. Un bilan environnemental aussi très positif en termes de biogaz produit, puisque tous les déchets sont collectés, emmenés dans une usine de méthanisation pour produire du biogaz, transformé en énergie ou en électricité. Biogaz qui peut servir aussi, et c'est l'exemple qu'on a donné, à faire fonctionner des véhicules. Donc là, pendant l'opération pilote, on a à peu près 840 véhicules qui pourraient rouler pendant 1000 km grâce aux biodéchets collectés au cours de l'opération pilote. De la même façon, c'est 6000 hectares de terres agricoles qui profitent des biodéchets de l'opération pilote dans les plaines de la Beauce. C'est aussi une influence importante sur la quantité de déchets collectés en mélange. Et finalement, on va voir que les tests qui ont pu être faits sur les restaurateurs qui trient le verre, qui trient le carton, les plastiques, le métaux, et qui trient aussi leurs biodéchets, finalement, qu'est-ce qui reste comme déchets en mélange dont on ne sait pas aujourd'hui encore totalement valoriser à l'extrême les choses, mais il reste 20-25% effectivement dans leurs poubelles. Donc c'est-à-dire une réduction de 80 ou 80% de leurs déchets sont valorisés. Et effectivement, là, on est vraiment en marche vers ce qu'on appelle aujourd'hui le zéro déchet, qui est la politique de la mairie de Paris ou la politique aussi promue par le ministère de l'Intérieur. Le ministère, pardon, de l'écologie. Les histoires de barrages font bizarre. L'influence du tri aussi sur les autres déchets, effectivement, le déchet qui nous embête, c'est le biodéchet. C'est celui qui est sale, c'est celui qui pue, c'est celui sur lequel il y a du jus, c'est celui qui est lourd. Du moment où on a isolé effectivement ces déchets dans des sacs à part, le reste devient beaucoup plus facile à trier, à aussi travailler sur la volumétrie et à prendre moins de place pour ces restes de déchets en mélange. Et là, on a vu effectivement chez chaque professionnel où on pensait effectivement rajouter des poubelles et que voilà, souvent quand on est passé, en arrivant, on a dit est-ce qu'on doit enlever des poubelles de déchets en mélange puisqu'on allait mettre des poubelles de biodéchets à la place. Souvent au départ, on nous dit non. Et puis au bout de 2 semaines, on nous rappelle en nous disant est-ce que vous ne pouvez pas m'enlever 2 bacs de déchets en mélange parce que j'ai finalement gagné beaucoup plus de place que prévu en séparant les flux. On le voit aussi dans les grands hôtels où il y a des personnes qui sont chargées souvent dans les grands hôtels, un commis qui n'a la charge que des déchets et qui fait constamment les étages à récupérer dans toutes les zones les sacs poubelles. Pour eux aussi, c'est vraiment un gain de temps et une qualité de travail améliorée. Et du coup, on retrouve des personnes très investies, des métiers revalorisés aussi, voilà, qui ont leur sens dans les établissements et qui ont l'impression de faire vraiment un bon travail et surtout un travail simplifié par rapport à avant.
Alors, un petit ordre de grandeur pour voir effectivement cette influence finalement sur ce qui se passait. La plupart des 80 établissements étaient situés dans les 1er, 2e et 8e arrondissements. Et sur le graphique que vous voyez, c'est voilà, la quantité totale de déchets collectés par le service public aujourd'hui. Et à peu près 10% sont valorisés. Et le reste est collecté en mélange. Si on met là-dessus, effectivement, ce qu'on a réussi à collecter par semaine pendant l'opération pilote, finalement on s'aperçoit qu'on a quand même une augmentation des déchets orientés vers des filières de valorisation de 10% seulement avec 80 restaurateurs. Donc quelque chose de très influent et effectivement les entreprises ont une part importante dans les déchets produits au quotidien sur la ville. Alors des éléments aussi importants, puisqu'on s'intéressait à comment généraliser finalement la collecte des biodéchets, quelle influence toujours sur le fait de dresser l'état des lieux. Donc 2 réglementations qui viennent, sur lesquelles les restaurateurs vont devoir trouver des réponses. La première, effectivement, et c'est pour ça que l'opération pilote avait été lancée, il y a une réglementation pour les gros producteurs de biodéchets. Alors un gros producteur de biodéchets, je rappelle, ça dépend effectivement de l'année. En 2012, c'était une entreprise ou un établissement qui collectait 120 tonnes, qui produisait 120 tonnes de biodéchets par an. Voilà. En 2015, on arrive aujourd'hui à 20 tonnes et en 2016, on est à 16 tonnes. 16 tonnes, c'est un hôtel 4 étoiles qui fait à peu près 150 qui a à peu près 150 chambres, ou un restaurant gastronomique qui fait une centaine de couverts par jour. Donc effectivement, beaucoup de professionnels concernés. La deuxième réglementation, effectivement, qui a été un peu difficile à gérer pour nous, puisque c'est des choses qui sont apparues au cours de l'opération pilote, et notamment la jurisprudence Auchan, que je vais appeler la jurisprudence Auchan pour simplifier, qui est une décision du Conseil d'État, où Auchan a cherché des réponses avec la communauté d'agglomération de Lille sur effectivement le financement du service public et de la collecte des déchets. Ça a éclairé beaucoup de choses, peut-être qui étaient pas là avant, et surtout sur les équilibres budgétaires que doivent respecter les collectivités. Effectivement, cette jurisprudence a mis en avant que voilà, il y avait une dissociation à avoir entre les ordures ménagères et les déchets des entreprises. Et surtout, elle a mis en évidence la grande précarité aujourd'hui dans laquelle se trouvent les collectivités pour gérer leur budget des déchets. Alors ça va nous amener à des évolutions à court terme assez importantes, mais finalement qui sont mises sur la table depuis le Grenelle de l'environnement, et la jurisprudence Auchan est juste venue les éclairer. Alors pour continuer, effectivement, qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Ça veut dire que les collectivités vont devoir équilibrer ces budgets et mettre en place d'une part une taxe d'enlèvement des ordures ménagères qui est déjà là, mais qui ne sera plus qui ne servira uniquement pour les déchets des ménages, et de l'autre côté une redevance spéciale pour les entreprises pour collecter leurs déchets, et les 2 budgets ne seront plus couplés comme c'est le cas aujourd'hui dans de nombreuses collectivités. Alors c'est 80% à peu près des collectivités françaises qui sont concernées. Il y a des discussions, des projets d'arrêtés ministériels qui tombent régulièrement. Effectivement, enfin nous, ce qu'on a envie de faire passer comme message, et ce qu'on a plu à travers les études et les différentes rencontres au ministère, mairie de Paris qu'on a eues, c'est qu'effectivement, à court terme, de toute façon, le système de financement du service public est voué à évoluer. Voilà. La deuxième chose, c'est qu'effectivement, dans le même temps, et c'est ce qu'on a pu constater dans l'opération pilote, c'est que 65% des participants de l'opération pilote sont concernés par la réglementation gros producteurs de biodéchets, qui les oblige à mettre en place une valorisation de leurs biodéchets. Sous contrainte, effectivement, dans le cas contraire d'amende pénale, enfin, ou de peine pénale finalement assez importante, 2 ans de prison, 75 000 € d'amende. Voilà. Et alors, du coup, c'était un peu l'important de faire ce constat, de voir d'une part, effectivement, des établissements et des équipes qui ont envie de collecter leurs biodéchets, qui ont trouvé des outils pour simplifier, pour motiver leurs équipes dans les établissements.
une collecte qui se passe très bien et une valorisation qui n'a pas posé de problème. C'est vrai que en étant pionnier, on imaginait un peu tout comme difficulté et finalement ça a été d'une simplicité assez incroyable. Et voilà. Et du coup maintenant il fallait trouver un peu les perspectives on était bien dans une opération pilote et comment trouver le moyen de l'élargir, de la généraliser. Et effectivement là on a trouvé un peu des clés un petit peu différentes et des choses intéressantes. Je te repasse un petit peu la parole. Merci. Alors, peut-être, avant que tu reprennes la parole, normalement, le film est calé avec le son. Alors, si on l'envoie, c'est que c'est bon. Sinon, tu complètes, Stéphane. Pourquoi trier les biodéchets en 2015? Tout simplement parce que c'est facile. Avant, on mettait les biodéchets dans la poubelle verte, ça partait en incinération. Maintenant, on met ça dans la poubelle marron, ça part directement en valorisation, donc c'est beaucoup mieux. C'est simple, ça permet de valoriser des déchets comme le pain pour les transformer en énergie. C'est simple et c'est naturel de le faire aujourd'hui. Pour valoriser notre marque de café. Oui, c'est bien, c'est très bien. Parce que c'est un travail d'équipe qui implique tout le monde dans le restaurant. Juste faire la différence entre le papier, le carton et toutes les choses alimentaires que vous pouvez jeter dans les poubelles biodéchets. Ben non, c'est pas compliqué. C'est quelque chose qui est simple à faire et qui me paraît évident, donc on le fait ça mange pas de pain, c'est très bien. C'est un très beau geste pour la planète et puis c'est une façon de rentrer dans le développement durable. On est plus sensibilisé aux déchets, aux pertes et donc on gagne de l'argent automatiquement. Tout simplement pour être éco-responsable, je crois que c'est normal aujourd'hui. La deuxième des choses en tant que chef d'entreprise, les points de marge. Il y a entre 0,5 et 1 point de marge à gagner. Super, c'est une force, président, quand même. Bravo Didier. Ça vaut pour la nature. C'est pour l'avenir de nos enfants, c'est pour notre avenir aussi. Nos grands-parents au fond du jardin avaient bien des bacs pour recycler tout ce qui était épluchure. Avec nos déchets, nous sommes en mesure de fabriquer un engrais que tous les agriculteurs s'arrachent qui s'appelle le digesta, mais nous sommes aussi en mesure de fabriquer de l'électricité et de la chaleur. Les biodéchets en 2015 et déjà maintenant, c'est une évidence. Pour que la France soit leader sur les biodéchets, le tri des biodéchets dans la restauration et qu'on montre l'exemple à nos collègues européens. On est parti d'un petit projet en Île-de-France. Et après, voilà, sur tout le pays, toute la France, toute l'Europe, on peut y arriver. Bravo, je crois que ça s'applaudit bien fort. Non mais moi je voulais juste vous dire que le but c'était de garder cette merveilleuse aventure, on ne peut pas s'arrêter là. J'ai certains professionnels, je ne citerai pas les noms, qui m'ont dit si t'arrêtes, je te cours derrière. Il est hors de question que tu m'enlèves le tri des biodéchets. Donc l'objectif, on en est bien au point de départ, c'est-à-dire que les restaurateurs deviennent acteurs de cette filière. Donc on avait un premier objectif en 2014. Enfin, on l'a eu en 2013, on l'a mis en 2014, qui était 260 tonnes. On a fait exploser les quotas, on a fait x2. Donc là, on s'est mis encore à un nouveau défi, parce que je pense qu'au Silarca, on aime bien les défis, surtout au niveau du développement durable. Donc là, on est passé maintenant, pour 2015, à un défi où on va mettre 5000 tonnes. Vous auriez pu faire ouais, 5000 tonnes. Enfin, c'est un peu mou à 18h hein, quand même. Donc pour y arriver aux 5000 tonnes, comme on a quand même quelques petits problèmes fiscaux, on ne sait pas, enfin voilà, c'est compliqué, qui paye quoi, etc. Eh ben, on a trouvé une solution qui, on pense, être un nouveau système de financement, de participation. Enfin voilà, nous on a envie d'y arriver, je pense que vous aussi. Donc là, je vais plutôt laisser parler Monsieur Beaufort, qui est plus technique que moi à ce niveau-là. Et voilà. Sauf si... Non, mais très rapidement aussi. Puis après, on fera réagir nos amis d'abord les professionnels qui l'ont mis en place, et puis la mairie de Paris. On peut repartir sur le PowerPoint. Ah, bon, un petit résumé effectivement des échéances, un petit timing un peu grossier effectivement avec les années 2014, 2015 et 2016.
Effectivement, on regarde si un restaurateur aujourd'hui veut collecter ses biodéchets, que ça soit clair, ça sera une charge supplémentaire. Mais ce n'est pas uniquement les biodéchets, hein, c'est finalement le tri de n'importe quel déchet, que ce soit les grands hôtels qu'on a rencontrés qui trient leurs cartons, effectivement, restent taxés au même niveau, et c'est un coût supplémentaire pour trier le carton, et finalement, la même chose pour trier les biodéchets. Alors c'est une balance un peu inverse, parce qu'effectivement, plus les biodéchets sont valorisés, plus le carton est valorisé, moins c'est de charge pour le service public, mais il n'y a pas encore les outils pour contrebalancer les choses. Alors quand on disait effectivement des outils qui vont évoluer, c'est plutôt à échéance court terme, échéance 2016, où on se retrouverait dans une situation, je dirais, plus compréhensive. Plus on trie, moins on va payer. Alors avant de pour trouver finalement cette transition au cours de l'année 2016, on a envie de répondre à plusieurs questions. La première, c'est effectivement maîtriser les coûts de gestion de déchets et comment avoir une transparence sur la gestion de les coûts de ces déchets. Donner de la visibilité aux entreprises, parce que c'est difficile de s'engager sur une année, sur deux années. On a besoin de voir à long terme et de savoir dans quoi on s'engage. Bien sûr, dans le même temps, effectivement, il faut garantir, quelle que soit la filière qu'on choisit, garantir aux agriculteurs, et effectivement, ce n'est pas de donner clé en main, mais dans l'économie circulaire, on va bien retrouver un lien direct entre agriculteurs et restaurateurs, et là-dessus, il faut réussir à matérialiser ce lien. C'est aussi maintenir la compétitivité de notre agglomération. Aujourd'hui, il y a une course effectivement une concurrence sur le tourisme et l'aspect environnemental où l'écotourisme a sa part importante. Et pour, je dirais, les établissements de prestige, on est même aujourd'hui dans un lien direct où on n'imagine pas des établissements de prestige qui n'auraient pas un engagement environnemental fort. Alors, on a cherché plusieurs idées. Finalement, on entend plein de mots, crowdfunding, achat groupé, avec notamment l'expérience qui a été menée par UFC Que Choisir de faire de l'achat groupé énergie partagée, où on voit des habitants qui achètent leurs propres éoliennes directement. Ce qu'on a imaginé, effectivement, c'est de se dire quelle est l'importance, finalement. Les restaurateurs vont être amenés à passer par des sociétés privées pour collecter leurs biodéchets. Mais comment, finalement, avoir les garanties que j'ai citées précédemment sur le fait d'avoir cette maîtrise sur les coûts, cette transparence sur les coûts, cette transparence sur les prestations qui sont réalisées et le lien direct avec les agriculteurs. Donc effectivement, le plus intéressant pour nous était de pouvoir partager et finalement fructifier le travail qui a été fait ensemble. Si l'opération pilote a réussi, c'est en grande partie par rapport aux restaurateurs, et c'est eux aujourd'hui qui ont finalement fait que la méthodologie de tri au sac plastique transparent est repris par beaucoup de villes ailleurs, et quelque chose qui tend à se généraliser. Donc effectivement, une des choses, c'est de pouvoir partager, et le grand slogan finalement pour 2015 et tous ceux qui trieront les biodéchets, c'est de pouvoir avoir une contrepartie finalement. Effectivement, je m'engage avec un partenaire, mais j'en suis en même temps actionnaire, et je vais pouvoir contrôler et avoir un lien direct sur comment se passent les choses, et en même temps, effectivement, profiter de la fructification de l'entreprise et du développement de la collecte des biodéchets. Ce qu'on estime, effectivement, c'est de pouvoir... Ça bip, Roger. Ah. Ça bip. On se dépêche. D'accord. Nous donner les grandes lignes, parce qu'on va en plus après détailler l'aspect gaspillage. Je peux passer effectivement sur quelques diapos pour accélérer. Les choses sont aujourd'hui en tout cas lancées. Je dirais que tous les éléments organisationnels sont là pour que cette démarche soit lancée en 2015 et trouver une nouvelle organisation pour fructifier tout le travail qui a été fait en 2014, le partager et pouvoir organiser la filière de collecte des biodéchets comme on le souhaite, et qu'elle soit, comme ça a été une réussite pendant l'opération pilote, le fruit et le choix des restaurateurs. Voilà.
Merci. On a deux professionnels. On a deux professionnels qui ont mis en place, qui font partie des 80 pilotes. Un petit mot, Jean-Christophe, et puis. Oui, j'essaie de vous faire partager succinctement mon expérience sur 3 établissements. Un restaurant traditionnel situé aux Invalides qui est chez Françoise, un autre établissement qui fait 400 couverts par jour en moyenne sur l'année, un autre établissement situé pas loin d'ici qui s'appelle La Marée, et tout dernièrement les restaurants du Sénat. Donc 3 types de restauration différentes avec un nombre de couverts de 200, 400 et plus de 1000 couverts par jour pour la restauration du Sénat. Donc vraiment, je dirais, une reproduction de la réalité en termes de tri des biodéchets sur différents sites qui sont, je dirais, très différents. Alors, la première chose en tant qu'exploitant, lorsqu'on met en place ce tri des biodéchets, la première angoisse, qu'est-ce qui se passe? C'est le personnel. C'est la sensibilisation du personnel, parce qu'il est évident que en tant que décideur, on ne va pas être, je dirais, le principal intéressé. On doit absolument fédérer ces équipes de salles, de cuisine et de plongeurs, je dirais, à la réalité de ce qui va se passer dans le tri des biodéchets. Cette angoisse, moi j'ai été assez étonné parce que je dirais, de la réactivité des équipes, quelle que soit leur culture, leurs origines, leur façon de travailler, quelle que soit la typicité de restauration qui est faite, c'est dans l'ensemble du personnel avec qui je collabore, c'est une réactivité, je dirais, qui a été très rapide, mais vraiment très très rapide. Et j'ai été étonné des résultats positifs qu'on a eus. On parlait tout à l'heure du pourcentage, je dirais, de mauvais tri qui est aux alentours de 2%. Moi, je m'attendais les premiers mois sur les différents sites à être au-delà des 15-20%, à rencontrer de gros problèmes. Et j'en ai rencontré finalement très très peu. Ça présente donc l'adhésion du personnel dans l'ensemble a été et est très forte et très importante parce que je crois qu'on est aussi face à des générations dans nos métiers qui sont entre guillemets des nouvelles générations qui sont sensibilisées à cet état de fait et qui vont dans ce sens naturellement, beaucoup plus naturellement qu'on pourrait le croire. Ça, c'est un premier élément. Le deuxième élément que je peux dire, c'est qu'on a une sensibilisation, on parlait du gaspillage, c'est vrai, au niveau des cuisines. Lorsqu'on est, je dirais, maître restaurateur, qu'on fait du fait maison, qu'on travaille du produit frais à 90-95%, on est étonné du gâchis qu'on peut constater dans nos poubelles. Le fait d'avoir des sacs transparents dans les cuisines ont permis au chef de cuisine, à moi-même, de voir tout de suite où les choses n'allaient pas. Lorsqu'on épluche une pomme de terre, on peut l'éplucher correctement, comme on peut ne pas l'éplucher. Lorsqu'on reçoit les Saint-Jacques, on peut bien les préparer, comme on peut les jeter entières si on est mal luné. Il se passe beaucoup de choses dans les poubelles. Et croyez-moi que... Alors on parlait d'un demi-point, d'un point de ratio matière première. Je n'ai pas fait les calculs réels, mais il y a naturellement une sensibilisation qui se fait vis-à-vis des équipes de cuisine pour mieux traiter la matière première, pour éviter le gâchis de cette matière première. Et puis on se rend compte de ce que ça représente en termes de kilos, pour ne pas dire de tonnes. Sur la dernière exploitation sur laquelle on vient de lancer ce tri des biodéchets depuis, et c'est je dirais quelque chose de très récent que j'ai lancé sur le 1er octobre, sur la restauration du Sénat. J'ai une estimation que j'avais faite au préalable de 44 tonnes. J'en suis arrivé, là, au bout d'un mois d'exploitation, à faire une estimation de 55 tonnes pour 1000 couverts par jour sur une année d'exploitation. Donc ça veut dire que, je ne vais pas dire que les 55 tonnes qu'on va jeter, entre guillemets, qui vont être le tri des biodéchets, qui vont être les biodéchets, sont 55 tonnes qu'on peut réutiliser. Je n'ai pas le pourcentage de ce que ça peut représenter, mais ça ouvre une porte également à ce qu'on va évoquer ensuite, qui est le gaspillage. Parce qu'immanquablement, sur ce chiffrage, il y a un gaspillage qui est énorme. Que dire d'autre? Moi, j'ai été vraiment, je dirais, convaincu de ce tri des biodéchets sur ces trois établissements. Alors là, aujourd'hui, on arrive à la fin de l'opération. C'est vrai quand c'est gratuit, c'est toujours plus facile, hein, il faut l'avouer. On est tous les mêmes, on est tous pareils. Mais moi, en tant que restaurateur, je sais que ça représentera demain un coût. Je suis prêt, je le dis franchement, je suis prêt à payer et régler ce coût. Parce que je pense que c'est l'avenir. Et je pense qu'on aura une obligation, de toute façon juridique, contractuelle, dans les années qui viennent pour le faire. Il faut l'anticiper, il faut sensibiliser les équipes, il faut également sensibiliser le personnel, en dehors du personnel, les clients. Depuis à peu près 4 semaines, j'ai mis sur certaines cartes, ici, tri des biodéchets, sur les menus. Alors bon, un logo de plus, on va dire, mais j'ai quand même eu des retours clients assez interrogatifs. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi? C'est étonnant, vous faites ça ici. Pourtant, c'est un restaurant traditionnel, on n'est pas dans un endroit fashion ni moderne. On est étonné. Ça interroge également, je crois, la clientèle. Ça participe
à faire savoir à nos clients qu'on n'est pas là uniquement pour les restaurer, uniquement pour faire du chiffre d'affaires, mais aussi pour avoir une vision globale du développement durable. Voilà. Merci Jean-Christophe. Avant de donner la parole à un consommateur d'un des restaurants que tu gères, peut-être un témoignage complémentaire d'Alain Fontaine pour le Mesturé. On vous a vu dans le petit film, mais vous le mettez en place. Vous avez envie de continuer, vous aussi ? Alors, moi, c'est très simple. Quand on m'a proposé cette aventure, il y a presque un an, j'ai répondu tout de suite oui. Pourquoi ? Parce que la restauration est un métier moderne. On n'est pas délocalisable, on est les 3e employeurs de France et on doit être aussi à la pointe de tout ce qui peut se faire. Ce matin, on a parlé du handicap au travail. Là, aujourd'hui, c'est les biodéchets. C'est des choses très importantes pour nous, qu'on nous catalogue pas comme une profession archaïque. On a, demain, je pense que Didier en parlera, et donc je ne vais pas déflorer le sujet, mais on a assisté récemment à une réunion à laquelle on aurait pu assister il y a 40 ans. On sait pourquoi il y a des freins. On sait la France, quand elle freine, ce que ça fait, parce qu'on l'a vu de nos yeux vus et de nos oreilles entendues. Et bien là, non, c'est la France qui avance, c'est la restauration qui avance. Et moi, je suis très, très fier d'appartenir à ce syndicat. Et Didier, ton problème, Didier, c'est que tu es avec un syndicat moderne et qui avance. Et donc, les biodéchets, oui, je vais continuer. Parce que je ne vois pas comment je pourrais expliquer à mes collaborateurs comment je pourrais revenir en arrière. C'est une sorte d'histoire d'amour qui s'est passée. Je pèse mes mots. Hein. C'est une sorte d'histoire d'amour. Quand une femme et un homme s'entendent bien, ou comme un homme et une femme, il y a une histoire d'amour, on ne voit pas pourquoi on casserait pour quelques centimes de plus. Eh bien là, on ne va pas casser, parce que mes employés, mes collaborateurs qui ont mené cette aventure avec moi, et grâce à Stéphane, eh bien, cette aventure-là, ça les a sensibilisés à quelque chose dont ils entendaient parler tout le temps et qu'ils n'avaient jamais touché du geste. Et toucher du geste, c'est quoi ? C'est avoir une économie circulaire vertueuse. C'est-à-dire que ce qu'ils faisaient, le geste, la pertinence de leur geste, ça allait plus loin que l'assiette du client. Et c'est là où on voit qu'on peut sortir du simple service. Le simple fait de poser une assiette devant un client, c'est autre chose. Ils allaient plus loin que ça. Il y avait l'alchimie de la cuisine, et après, il y avait la transformation du produit pour rentrer dans l'économie circulaire vertueuse, c'est-à-dire faire du compost, faire du chauffage, faire des choses comme ça. Et là, c'est important parce que le collaborateur sort de l'entreprise pour arriver dans un autre monde plus ouvert vers l'agriculture, vers le chauffage. Donc il a un vrai rôle. Et c'est pour ça, oui, bien sûr qu'on va continuer. On va continuer parce que ça va me coûter 0,01 centime du couvert. Et en même temps, l'argent que je vais verser, je vais pouvoir contrôler où elle va. Je vais pouvoir participer, moi qui je n'aime pas la bourse, c'est comme ça. Hein, mais pour le coup, oui, j'ai envie de participer à cette affaire et de dépenser de l'argent. Alors mon banquier est dans la salle, je le sais. Ne vous inquiétez pas, ce ne sera pas trop. Mais oui, j'ai envie de le faire. Et c'est une tellement belle aventure qu'il ne faut pas qu'on soit à 80, il faut qu'on soit beaucoup plus. Et moi, ce que je ne comprends pas, et je vais conclure là, c'est que les pouvoirs publics ne s'intéressent pas encore plus fort à cela. Apparemment, Didier, à chaque fois qu'on met un pied en avant, les ministres reculent. Ils ne sont pas là ce matin pour le handicap au travail et autre chose. Et c'est bizarre parce qu'ils ne sont pas là aussi quand on est en train de mettre quelque chose que très peu de villes dans le monde ont mis en place. Et on le fait, on a la chance de le faire. Et moi, je ne comprends pas qu'à chaque fois qu'on avance, il y a des gens qui reculent. Merci. Alors, effectivement, on devait avoir Madame Royal qui venait signer votre charte aujourd'hui. Donc Gérard Miquel, qui est sénateur du Lot, qui est le parlementaire qui est aujourd'hui le plus au fait et en pointe sur les questions de recyclage. Gérard, tu suis ça depuis maintenant de très nombreuses années. J'ai souvenir d'une réunion du Club de la table française il y a maintenant 2 ans et demi où tu avais interpellé le président Chénier en disant mais pourquoi vous ne recyclez pas vos biodéchets ? Et alors tu vois, 1 an après, les équipes s'emparent du sujet et on a 1 an de recul sur le test. Et je voulais voir un peu comment toi tu voulais réagir à ça. Je suis ici, mesdames, messieurs, à 2 titres. Co-président du Club de la table française et président du Conseil national des déchets. Vous allez me dire qu'il y a beaucoup de chemin entre la noblesse de vos métiers
et le traitement des déchets. Mais je crois qu'il faut prendre conscience aujourd'hui que la planète ne produit pas assez de ressources, nous en consommons plus qu'elle en produit. Il faut donc réutiliser toutes ces matières premières secondaires intelligemment. Dans les 10 ans qui viennent, nous ne traiterons plus les déchets comme nous les traitons aujourd'hui. Les systèmes qui consistent à dire on met tout dans l'incinérateur, c'est fini. Les systèmes qui consistent à dire on met tout en décharge, c'est fini. On recyclera tous nos déchets. Et moi, je veux saluer l'exemplarité de la démarche que vous avez, qui a été expérimentée sur un secteur. Et quand j'entends les témoignages que je viens d'entendre, là, c'était pas évident d'expliquer au personnel qu'il ne fallait pas tout mélanger, qu'il fallait trier, qu'on allait valoriser. Mais c'est ça l'avenir. L'économie circulaire, c'est là qu'on l'a construit. C'est pas en disant on va tout mettre à l'incinérateur parce que c'est moins cher. Non, ça coûte un peu, on le sait. Mais quand vous achetez des produits, vous payez aussi une éco-contribution, indirectement. Eh bien, je crois que c'est avec cette façon de travailler qu'on peut, en coopération avec les collectivités, parce que les problèmes sont différents en fonction de la densité des établissements. Dans mon département, ce sont les collectivités qui collectent les déchets ménagers, les déchets des restaurateurs, qui ne sont pas des déchets ménagers proprement dit, mais on passe devant le restaurant et on collecte. Et je me propose de généraliser dans le département la collecte des fermentescibles chez les gros producteurs. Hôpitaux, cliniques, lycées, collèges, restaurateurs. Je suis maire d'une commune, Saint-Cyr-la-Popie, qui, en période estivale, reçoit beaucoup de monde. Et on a une longue période où on produit 2000 repas jour. Bon, mais 2000 repas jour, ça fait de la matière organique. Et tout ça, on la met dans des camions, on met ça dans des camions et on l'amène en décharge ou à l'incinérateur. C'est une très mauvaise solution et on va régler tout ça. Moi, je veux vous féliciter. Je suis venu ce soir rapidement, trop rapidement parce que j'ai un avion à prendre, mais pour vous dire combien j'apprécie le travail que vous aviez fait. Le Synorca fait du bon travail. Il faut généraliser dans toute la France ces opérations et les généraliser vers d'autres producteurs, parce qu'on a les cuisines collectives qui produisent de très nombreux repas. Là aussi, il faut faire la même chose. On met en place dans mon département une légumerie. Ben là, je me suis rendu compte qu'on allait avoir des tonnes et des tonnes de déchets qu'on allait envoyer avec des camions à 100 km. Mais c'est idiot. On peut produire de l'énergie, on peut produire du compost qui va enrichir les terres agricoles, qui en ont bien besoin. Dans certains secteurs, on n'a plus d'animaux, donc on ne les enrichit plus, si ce n'est avec des engrais chimiques. Mais ça a une limite. Donc il faut revenir à un système plus vertueux. Et ce beau travail, moi je vous félicite d'avoir fait, et j'espère que ça va se démultiplier. Et puis je me réjouis de voir que le Sénat est en pointe, monsieur le directeur, en pointe. Ce n'est pas la première fois. Quand j'ai introduit au Sénat la collecte des papiers, on me disait mais non, ça ne sera pas possible. Et puis on l'a fait, on collecte le papier. Et puis maintenant, on traite les déchets fermentescibles de toute la restauration du Sénat. C'est une excellente chose. Je crois que l'Élysée aussi le fait, et tous les ministères doivent le faire d'ailleurs. Il n'y a aucune raison. Dans les ministères, on doit être exemplaire. Mais je crois que nous avons une réunion vendredi, je remonte vendredi, parce qu'on a un Conseil national des déchets au cours duquel Ségolène Royal viendra nous expliquer sa vision des choses sur la loi transition énergétique. Il y a un volet déchets important. Et je compte bien lui faire passer un certain nombre de messages qui vont dans ce sens. Merci Gérard. Alors, pour clôturer cette table, on a les représentants de la ville de Paris et de la région Île-de-France. Vous avez suivi très attentivement et participé à cette expérimentation. Et donc, on va vous donner la parole pour que vous puissiez nous dire un peu comment vous avez perçu les choses et si vous aussi, vous souhaitez que ça se poursuive.
la mairie de Paris donc, a participé activement à l'ensemble des comités de pilotage donc, de l'expérimentation. Elle était particulièrement intéressée à double titre. Tout d'abord, la mairie de Paris est aussi un producteur, un gestionnaire de restaurants, comme vous. On a plusieurs milliers de restaurants, dont une centaine en fait, qui sont concernés par l'obligation du tri à la source des biodéchets. Ces restaurants sont des restaurants pour les adultes, pour les fonctionnaires, dans le cadre du Centre d'action sociale de la ville de Paris, mais aussi ce sont des restaurants pour les enfants, donc toutes les cantines pour les écoles maternelles et élémentaires. Donc ce retour d'expérience du Synanca et des restaurateurs, que je remercie, est intéressant pour nous aider au niveau de la mairie de Paris à mettre en place, nous aussi, le tri à la source des biodéchets dans nos propres restaurants. La deuxième raison, qui a été déjà un peu évoquée, c'est que la mairie, elle est autorité organisatrice de la gestion des déchets sur son territoire. À ce titre, elle est compétente pour collecter et traiter les déchets des ménages. Sa compétence concerne les déchets des ménages. Les professionnels sont responsables de la collecte et du traitement de leurs propres déchets. Elle peut, dans le cadre de ses compétences, proposer aux professionnels de bénéficier de son service municipal, sous contrepartie d'une redevance spéciale d'enlèvement des ordures ménagères et sans suggestion technique particulière. C'est la raison pour laquelle la collecte des cartons, dont on citait tout à l'heure que la fréquence n'est pas nécessairement suffisante par rapport à la production des professionnels, sa fréquence est calée en fonction de la production des cartons et des emballages des ménages. Voilà. Donc, dans ce cadre, la mairie, en ce moment, étudie la possibilité donc, de généraliser la collecte des biodéchets à l'ensemble des ménages. Une étude est en cours actuellement de scénarios technico-économiques pour mesurer les impacts que ça va organiser sur son organisation de collecte, sur les problématiques de bacs, de locaux poubelles, etc. Et à ce titre, donc, si elle décide de généraliser l'extension, donc de généraliser la collecte des biodéchets pour les ménages, elle pourra proposer aux professionnels et donc aux restaurateurs ce service municipal pour leurs propres biodéchets. C'est la deuxième raison pour laquelle la mairie a accompagné, soutenu et participé à l'ensemble des comités de pilotage de cette étude, puisqu'en fait, cette étude et ce travail mené par les restaurateurs, que je remercie, va nourrir nos réflexions dans le cadre de cette généralisation de la collecte des biodéchets. Voilà. Merci. Et alors, on va poursuivre sur la question du gaspillage alimentaire et Monsieur Poutot, donc de la région Île-de-France, vous me disiez en aparté que c'était un des points qui vous avez le plus sensibilisé. Donc ça va nous faire la transition avec la table suivante. Je vais juste faire un petit complément par rapport à ce qui a été dit. Donc Nicolas Poutot du service prévention et gestion des déchets au Conseil régional Île-de-France. Donc merci pour l'invitation. Effectivement, nous aussi, on a deux raisons pour lesquelles on a suivi cette étude. C'est d'une part parce que la région Île-de-France a une compétence planification en termes de déchets, tout type de déchets, notamment les déchets ménagers, mais aussi les déchets qui sont produits et présentés à la collecte par les professionnels. Et dans ce cadre-là, on a un certain nombre de travaux qui sont menés et qu'on suit. Donc c'était intéressant pour nous d'avoir des résultats concrets sur le terrain, en tout cas avoir des données franciliennes sur les collectes de biodéchets, sur la production que vous avez pu présenter à la collecte, voir qu'est-ce qui était possible de faire, les résultats obtenus, avoir des données chiffrées. Et parallèlement aussi, ça fait le lien avec la stratégie de développement de la méthanisation qui a été votée par le Conseil régional le 13 février dernier, donc qui a été co-construite en lien avec les politiques énergie, agricole et donc déchets. Donc c'est la première raison pour laquelle on a suivi ces travaux. Et la deuxième raison, c'est effectivement ce que vous venez de rappeler. Le Conseil régional est engagé dans une politique de lutte contre le gaspillage alimentaire. Donc je parle lutte contre le gaspillage alimentaire parce que ça recouvre à travers... les travaux portés à la fois en restauration collective, mais en restauration traditionnelle et tous les autres volets que ça peut comporter, aussi bien la grande distribution que l'industrie agroalimentaire. Donc c'est une utilisation du terme lutte contre le gaspillage alimentaire, on va dire générique. Dans le cadre de la stratégie que le Conseil régional a votée, dans le cadre de la co-signature du pacte national de lutte contre le gaspillage alimentaire qui a été mis en œuvre par le ministère de l'Agriculture. Donc c'est dans ce cadre-là qu'on a effectivement engagé un certain nombre de travaux
en lien avec l'ADEME, qui est aussi cofinanceur de cette étude, et qui nous finance dans le cadre de ce que nous on appelle le PREDIF, notre plan régional de réduction des déchets en Île-de-France, qui comporte un certain nombre d'actions, et notamment des actions en faveur de la lutte contre le gaspillage alimentaire sur tous les volets tous les aspects que je citais précédemment. Donc c'est effectivement ce volet-là qui nous a aussi intéressé de devoir travailler et traiter dans le cadre de cette étude, pour qu'on puisse effectivement avoir des données précises également sur tous ces aspects-là, et voir qu'est-ce qu'il était possible de faire, qu'on puisse nous ensuite dupliquer et proposer aux autres restaurateurs d'Île-de-France de travailler sur ces sujets-là, au-delà des 80 effectivement qui se sont engagés, et je les remercie également sur le travail qu'ils ont mené, toutes les équipes, jusqu'en cuisine. Merci. Alors, on va garder sur scène Stéphane Martinez. On va proposer à nos autres intervenants de rejoindre les places. On va prolonger en fait cette table sur le volet gaspillage alimentaire avec Anne-Julie Auvert de Moulineau Compost, qui est sociologue, Aurore Malpièce-Bègue du restaurant Chez 33, restaurant, mais il y a aussi les traiteurs, donc Alain Marco Tullio et Aziz Ben Taleb, que j'invite à rejoindre. Je ne sais pas comment vous les disposez. Et ce que je propose, c'est qu'on demande à Stéphane Martinez à la fois de conclure les propos qui viennent d'être tenus et d'introduire la présentation d'Anne-Julie Auvert. Stéphane. Alors avant d'introduire, maintenant que j'ai le micro, j'en profite encore un peu quand même, parce que c'est vrai que ce projet il a été financé par beaucoup d'organisations sans qui on n'aurait pas pu le monter. Mais quand même, je mets un petit point de nez encore au fait que nous sommes pionniers. Et on est pionniers aussi vis-à-vis de la mairie de Paris, on lui permet de faire des économies. Notre opération, les 584 tonnes collectées, a permis de faire un gain aux Parisiens, quand même, il ne faut pas l'oublier, de 15 000 euros. C'est beau, aujourd'hui, la mairie qui cherche de l'argent, 15 000 euros. Pas énorme, mais c'est un petit geste. Alors, l'année prochaine, normalement, enfin, si je suis encore là, les 5 000 tonnes collectées vont permettre de faire un gain aux Parisiens et à la mairie de Paris de 700 000 euros. C'est-à-dire qu'on va collecter 5 000 tonnes et on va faire gagner 700 000 euros à la mairie de Paris. Bon, je pense qu'après, derrière, on va quand même se battre un petit peu pour avoir une réduction au niveau de la fiscalité. Enfin, on va bouger un peu les lignes. Je vois M. Malchaud qui lève la main, il veut parler. Donc, je pense qu'on va attendre un peu, mais je pense que ça va nous aider pour quand même récompenser le fait qu'on lance cette filière. Donc j'arrête de parler parce que sinon... Oui, parce qu'on a pris un peu de retard, comme vous le savez. Et donc je vous propose, parce que c'est vraiment un point très important, cet aspect gaspillage alimentaire, donc à Anne-Julie Auvert de nous exposer avec des slides, et vous allez voir, il y a des tableaux très précis, les gains que vous êtes en train d'obtenir. Bonjour, alors tout d'abord je tiens à remercier le Sinorca de nous avoir permis de rendre compte des résultats de l'opération pilote, et aussi évidemment tous les professionnels qui ont joué le jeu d'entrer dans cette opération pilote et qui l'ont fait avec toute la transparence, à tel point qu'on a réussi à obtenir des résultats assez intéressants sur les pertes alimentaires à l'intérieur de 9 restaurants. Donc moi je vais vous faire rapidement, le plus rapidement possible, mais un résumé de la partie étude sur les pertes alimentaires. Je vais pas présenter le plan de mon intervention, je vais juste dire que la réduction des pertes alimentaires est un enjeu d'ampleur nationale. En 2014, sur toute l'Europe et en France particulièrement, ça a été décrété année de lutte contre le gaspillage alimentaire. En parallèle, on a un plan de prévention des déchets qui a été proposé par la ministre de l'écologie et qui montre l'influence du tri des biodéchets sur la prévention possible des pertes alimentaires. Et donc cette étude et cette présentation vient s'inscrire dans ce double contexte et montre que le tri des biodéchets permet de mesurer les pertes alimentaires et en conséquence de mener des actions en vue de leur réduction. Alors pour parler des résultats, il n'y a pas encore de définition communément admise sur le gaspillage alimentaire, donc il nous a semblé important d'en écrire une pour la restauration commerciale. Sont considérés donc comme pertes alimentaires les biodéchets provenant de 2 espaces de restauration. Alors on a d'abord les pertes sèches en cuisine,
avec les DLC dépassés notamment, mais aussi les denrées qui ont été travaillées mais qui n'ont pas été consommées, ni par les convives, ni par les membres du personnel. Et puis, deuxième espace, on a les aliments qui sont issus des retours d'assiettes. Pareil, que ce soit ceux des convives ou que ce soit ceux des salariés dont le repas est fourni par l'établissement. D'un point de vue méthodologique, et c'est là, voilà, on a procédé en 3 temps. Donc on a réalisé des pesées différenciées et on a réalisé des caractérisations des sacs de biodéchets selon leur provenance. Donc retour d'assiette d'un côté, préparation de cuisine et perte sèche en cuisine avec un système de sacs de couleurs qui permettait de savoir d'où venaient les biodéchets. Donc pesée systématique quotidienne de chaque type de biodéchets sortis. Et ensuite, on s'est amusé à caractériser les biodéchets à l'intérieur des sacs pour évaluer qu'est-ce qui était de la perte ou pas. 9 établissements ont participé, donc 3 cafés-bars brasseries, 2 restaurants gastronomiques et 3 restaurants classiques, ainsi qu'un hôtel-restaurant. Si les résultats si les résultats de cette étude sont fiables, c'est aussi parce que ce sont des établissements qui triaient déjà depuis plusieurs mois les biodéchets. Et donc l'habitude de tri a permis d'aller plus loin en distinguant les types de biodéchets selon les espaces de la restauration. Enfin, et ce sera le dernier point que je présenterai, on a analysé les quantités de denrées entrantes au sein d'un établissement pour évaluer le coût des pertes alimentaires. Alors sur le slide d'après, je n'ai pas les couleurs sur le mien, mais on voit une proportion de biodéchets issus de la préparation de cuisine bien plus importante que la proportion de déchets des retours d'assiettes. C'est ce qui est en bleu, donc 55% en préparation de cuisine, plus les 9% de pertes sèches. Ça, on pourrait dire que c'est typique du fait maison. Plus on pratique le fait maison dans un établissement, plus on va avoir des proportions de biodéchets de cuisine importants. Ensuite, on a 1% de pain et on a les retours d'assiettes en vert sur le graphique, 32% de retours d'assiettes auxquels on peut ajouter 4% de ce qu'on appelle les déchets incompressibles. Ce sont les os, les carcasses, etc. Enfin, pas les carcasses en retour d'assiette, mais les os et les arêtes de poisson. Donc voilà, la grande ligne, c'est ça. Pour un poids moyen de biodéchets par couvert, donc en tout de 275 grammes sur les 9 établissements, qu'on distingue ainsi 150 grammes en préparation de cuisine, 26 grammes de perte sèche et 99 grammes en retour d'assiette. Alors on va faire un focus sur les 4 typologies d'établissements et on va commencer par les cafés-bars brasseries. C'est bon. On voit qu'à l'intérieur d'une même catégorie, il y a des variations fortes. L'établissement du milieu, par exemple, a mis en place de longue date des actions de sensibilisation du personnel et aussi des grammages extrêmement calibrés qui lui permettent d'avoir beaucoup moins de retours d'assiettes que dans les 2 autres établissements adjacents. Je pense que voilà, on peut peut-être, comme il faut aller vite. Ensuite, c'est sur les restaurants classiques. Les 2 premiers sont maîtres restaurateurs, contrairement aux derniers. Et on voit donc sur celui du milieu, par exemple, que les retours d'assiettes sont particulièrement importants. Ça s'explique par le nombre important de réceptions et de banquets organisés dans cet établissement, notamment auprès d'une clientèle internationale qui n'est pas forcément habituée aux prestations culinaires françaises, et donc d'où les pertes en retour d'assiette. Le dernier établissement présenté, quant à lui, connaît des variations fortes d'affluence de sa clientèle, ce qui explique la part de pertes sèches en cuisine qui est plus importante. Il est obligé de jeter plus régulièrement, plus quotidiennement, certaines denrées de la cuisine. Ensuite, on va passer à celle d'après. J'espère que je vais assez vite, mais pas trop non plus. Les restaurants gastronomiques, alors on voit une part prépondérante des biodéchets issus de la cuisine, ce qui s'explique par le fait qu'il y a beaucoup plus que dans les autres établissements de déchets incompressibles. La viande n'arrive pas sous vide et les poissons arrivent entiers, donc il y a forcément un poids de déchets incompressibles beaucoup plus important que dans les autres établissements.
Il y a un système de réservation de la clientèle qui permet aussi d'amoindrir les fluctuations incertaines de la clientèle et qui permet aussi de réduire la part des déchets en perte sèche. Enfin, on remarque des retours d'assiettes infimes par rapport aux autres établissements, retours d'assiettes qui sont principalement composés de pain. Enfin, le dernier slide sur l'hôtel. Alors, un seul hôtel-restaurant a été audité. D'emblée, ça ne se voit pas forcément sur le schéma, mais il faut souligner que les retours d'assiettes ils sont particulièrement élevés. On a 144 grammes par couvert contre 99 grammes en moyenne pour les retours d'assiettes, pardon. Et cette proportion plus importante s'explique notamment par la diversité des prestations. On a un restaurant classique, des petits déjeuners avec des buffets à volonté, un room service, de l'organisation de réception et aussi parfois des restaurants à l'intérieur du restaurant, parce que quand on embauche 250 personnes, on a aussi des restaurants qui accueillent quotidiennement 250 personnes. Cette diversité d'activités et aussi le fait d'organiser des réceptions et des buffets à volonté sont générateurs de pertes alimentaires. Notamment aussi parce que le nombre de repas commandés lors des banquets peut être plus important que le nombre de convives réellement venus ce jour-là. Voilà pour ce slide-là. Ensuite, les grandes tendances. Les grandes tendances, pour synthétiser ce que je viens de dire, c'est qu'on remarque quand même que les denrées perdues proviennent principalement des retours d'assiettes et aussi elles ont une faible valeur marchande. Il y a beaucoup de féculents, de pâtes, de riz, un peu de tartare, c'est les DLC qui l'imposent, etc. Mais on tombe rarement sur 15 kilos de viande, quoique ça arrive quand même. Ensuite, les surplus des plats destinés au personnel occasionnent beaucoup de pertes sèches. En tout cas, en termes de poids, ça a des conséquences importantes. On prépare pour le personnel et puis on finit par jeter ce qui n'a pas été consommé pour le personnel ou parce que c'est moins bon, etc. Ensuite, on a peu de pertes alimentaires constatées en restauration gastronomique. Et enfin, des buffets, banquets et réceptions qui sont des situations propices aux pertes alimentaires de manière générale. Voilà pour les grandes tendances. Et ensuite, on a voulu essayer de faire un petit bilan économique en analysant, et c'est le dernier slide, voilà, en analysant les denrées entrantes dans un établissement, c'est un café-bar brasserie. Alors on voit à l'année, il manque tout ce qui est épicerie, conserve, cornichons, etc. Mais on arrive quand même à un total de 240 tonnes de denrées entrantes. Attendez, parce que je ne le vois plus. 240 tonnes de données entrantes, parmi lesquelles 202 tonnes ont été réellement consommées par les convives ou par le personnel. Donc ça représente 84,2% des denrées entrantes. La quantité annuelle de biodéchets est de 38 tonnes. Donc c'est à peu près 15,8% de l'ensemble. Et les pertes alimentaires dans cet établissement spécifique représentent 63%, c'est un peu plus que la moyenne que j'ai dit tout à l'heure. Donc 63% des biodéchets sont des pertes alimentaires, ce qui représente à peu près 24 tonnes. Alors d'autres études permettent d'évaluer le coût d'une tonne de biodéchets. On estime aujourd'hui que ça coûte à peu près 2 000 € si on prend en compte donc, le coût des matières premières, les frais de production, le temps de travail, l'énergie dépensée, l'eau, etc. Et donc on évalue pour cet établissement-là, sur l'année 2013, un chiffre de 48 000 €. Alors évidemment, il faut relativiser ce chiffre qui ne représente qu'une marge très faible du chiffre d'affaires. Et aussi, il faut souligner qu'il est évident qu'un établissement ne peut pas réduire à zéro toutes ses pertes alimentaires. En tout cas, ce qu'on constate avec cette opération pilote et cette expérimentation de tri des biodéchets, c'est qu'à travers la mise en place du tri, à travers la sensibilisation des équipes, à travers l'optimisation des approvisionnements et l'optimisation des portions servies aux convives, il est possible de faire des économies à l'intérieur même de l'entreprise. Et donc, c'est une estimation, mais il serait possible d'augmenter la marge bénéficiaire en interne, quoi.
voilà les grandes lignes de cette étude sur les biodéchets. Je laisse la parole. Bravo en tout cas, parce que c'est une étude absolument passionnante. Et je pense que pour toutes les personnes qui sont dans la salle, ça va leur donner envie de rejoindre le programme. Alors, on a une personne qui a participé à l'étude, Anne-Julie Aurore Mapiesbeck. Vous êtes du restaurant Chez 33. Et alors pour vous, je crois que ça a été quelque chose de très important aussi. Effectivement, donc nous, c'est un sujet quand Monsieur Fontaine du Mesturem m'a parlé de ça, j'ai tout de suite eu envie de rejoindre le programme et l'équipe n'a pas été difficile à convaincre parce que c'est un sujet qui nous concerne tous. Voilà, c'est notre métier de transformer du produit, donc c'est aussi notre métier de produire du biodéchet, mais comment on peut faire pour mieux gérer ça. Donc nous, on a rejoint le programme de tri des biodéchets le 29 mai 2014 et puis, fort de quelques mois d'expérience déjà, l'équipe de Moulineau est venue nous proposer de pousser un cran plus loin et d'aller sur ce tri de caractérisation des biodéchets pendant une dizaine de jours. Moi, j'avoue que quand j'ai vu les sacs poubelles de toutes les couleurs de l'arc-en-ciel, ça m'a fait un peu peur, puisque j'étais même la première à dire « Non, mais chez nous, ce ne sera pas possible, c'est trop gros, c'est trop compliqué, on n'y arrivera pas ». Ce sur quoi le chef de cuisine m'a dit « Si, bien sûr, moi je veux faire, moi je sais faire, et on va le faire ». Donc du coup, on s'est engagé là-dedans. Ça a été finalement facile, parce qu'on était à côté d'un prestataire qui a créé une prestation, finalement, un restaurateur qui a créé une prestation pour des restaurateurs. Donc finalement, qui comprend parfaitement notre façon de travailler, nos préoccupations quotidiennes, et qui du coup nous a livré clé en main une méthode pour ce tri de caractérisation qui était en fait extrêmement simple, malgré la complexité apparente. Donc finalement, on a une facilité de mise en place assez déconcertante par rapport à ce qu'on aurait pensé au départ. Donc, et une équipe vraiment proche de nos équipes sur le terrain, en les personnes de Stéphane, d'Anne-Julie, de Fabien, qui sont venus nous épauler de près pour mener à bien cette expérimentation. Et puis, de l'autre côté, il nous fallait aussi des équipes motivées en interne, ce qui était le cas puisque de toute façon, elles avaient déjà commencé à être sensibilisées, attentives et aussi surtout valorisées par le tri des biodéchets qu'on avait commencé. Donc finalement, il a suffi de leur demander de pousser un tout petit cran plus loin et effectivement de faire un effort supplémentaire pour trier dans des sacs rouges, dans des sacs verts, dans des sacs transparents. Et puis, 10 jours après, on avait des chiffres assez éloquents. On avait aussi des photos très parlantes pour nous, puisqu'on voit très exactement ce qu'il y a dans nos poubelles. Et on se dit que le tri de préparation de cuisine, c'est clairement normal d'en avoir, puisqu'encore une fois, on travaille du produit brut et donc on est producteur de déchets de cuisine. Et ça, c'est juste une évidence et normal dans notre métier, d'autant plus qu'on essaye de travailler de plus en plus vers le fait maison et donc de produire de plus en plus de déchets de préparation de cuisine. Donc ça, on va dire que c'est acceptable et que c'est normal, ça fait partie du jeu. Ensuite, il y a effectivement les retours assiettes. Donc là, c'est perfectible, on va dire. Il faut trouver le bon équilibre entre la générosité qu'on se doit d'avoir dans ce métier pour garder des belles assiettes généreuses, mais pouvoir maîtriser ça pour trouver le bon rapport quantité-prix pour notre client. Et puis, il y a la perte sèche, où là, effectivement, là, c'est clairement de moins en moins acceptable et il faut vraiment qu'on travaille sur ce point. Donc, nous, pouvoir mesurer vraiment ces 3 éléments, ça a été hyper éclairant pour nous et ça nous a amené à prendre des décisions très concrètes et des actions très concrètes. Donc je peux citer par exemple une action sur le pain, puisque les quantités de pain c'est quand même assez vertigineux, surtout quand on multiplie par 365 jours. Donc nous on a mis en place une méthode de commande, vraiment une méthode de travail sur le pain qui nous a permis d'ores et déjà de baisser de 10% le grammage par couvert depuis quelques mois, mais on a encore une marge de manœuvre énorme sur ce poste. On a été amené à prendre des décisions d'investissement, par exemple sur des contenants pour nos garnitures, pour que ça ne déborde pas de l'assiette et qu'on soit vraiment en maîtrise de la quantité de garniture servie, tout en restant encore une fois généreux. On a été amené à revoir la composition de certaines assiettes, parce que finalement on met de la couleur, on met tout un tas de sauces, de goûts différents, et parfois c'est trop. Donc un quart de citron vert sur une certaine recette, on s'est rendu compte, notamment sur les photos, qu'il n'était jamais pressé par le client, donc on n'a pas besoin de le mettre, et à ce moment-là, on va plutôt en profiter pour aller rajouter quelque chose d'autre dans une autre assiette qui manquait plutôt de quelque chose.
Voilà, ça nous a permis de faire tout un tas de choses comme ça, très très concrètes. Je vérifie que je n'ai rien oublié. Si, et évidemment, prendre aussi la décision de travailler le doggy bag. Donc, qui n'est pas encore en place dans notre établissement, mais en tout cas, ils sont commandés et ils devraient arriver d'ici la fin du mois de novembre. Donc, finalement, voilà, beaucoup d'actions concrètes. Et moi, je vois depuis quelques mois dans mes chiffres une baisse quand même assez vertigineuse de nos quantités de grammage à l'assiette, donc qui me fait dire qu'on a eu raison de faire ce tri caractérisé, puisque finalement, cette baisse, elle s'est accélérée depuis qu'on a mené cette expérimentation un peu plus poussée. Donc, je modère mes propos, je vais vérifier qu'on trie toujours bien tous nos biodéchets, qu'il n'y en a pas qui ont été oubliés, qu'il n'y a pas des poubelles qui traînent quelque part, mais en tout cas, normalement, c'est vraiment extrêmement encourageant. Alors, on parlait tout à l'heure, est-ce qu'on arrête, est-ce qu'on continue? Bien évidemment, moi, les équipes, elles ne comprendraient absolument pas, et moi la première, qu'on puisse arrêter ça. On ne va pas faire un pas en avant pour reculer ensuite. Donc, clairement, nous, la démarche... travailler avec Moulineau, c'est parti, on ne va pas s'arrêter et on doit normalement, effectivement, comme disaient les professionnels tout à l'heure, se l'autofinancer, clairement. Donc, on n'a aucune raison de vouloir stopper là. Alors, il y a, on l'a vu, peut-être une spécificité sur les banquets, donc les métiers de traiteurs. Donc, on a Alain Marco Tullio et Aziz Ben Taleb pour eux aussi nous faire un témoignage pour finir cette table consacrée à cette expérimentation. Merci. Alors, moi, je vais vous parler du gaspillage alimentaire, mais d'une autre façon, parce qu'en fait, là, je vais parler du pardon. Donc, je suis Alain Marco Tullio, traiteur dans l'Est de la France, traiteur de France, mais vice-président de Traiteurs de France en charge du développement durable. Le développement durable chez Traiteurs de France, en 2 mots, c'est un bilan carbone qui a été réalisé par tous les adhérents de Traiteurs de France, c'est-à-dire 100% d'adhérents Traiteurs de France ont leur propre bilan carbone avec une démarche de progrès et un calculateur qui leur permet d'améliorer l'image carbone de leur établissement. C'est aussi une charte, je pense que vous avez parlé du handicap ce matin, du développement durable avec une RSE très forte, notamment sur l'emballage, les contenants qui sont fabriqués en règle générale par des CAT, pour des ESAT et des handicapés. Ça pour nous c'est très important. Et on est venu au gaspillage alimentaire. Alors il est très dommage que Madame la ministre ne soit pas là ce soir, parce que j'ai vraiment plein de choses à lui dire. Et si vraiment vous pouvez m'avoir un rendez-vous avec elle, ce serait vraiment... ça serait super pour moi parce que j'ai plein de choses à lui expliquer. Parce qu'en fait, vous parlez tous de coûts. Notre métier à nous, de traiteurs organisateurs de réception sur des grands nombres, et le gaspillage alimentaire, nous le voyons de la façon suivante. On a un client qui nous commande une prestation, un congrès du Synorcat par exemple, pour 300 personnes. On sait pertinemment que vous allez en avoir 200 parce que vous avez 100 personnes qui s'en vont et qui ne sont pas présents, etc. Mais vous êtes obligé de fabriquer 300. Et le client, lui, vous a payé 300. Mon rôle à moi, c'est d'expliquer à tous les adhérents qu'est-ce qu'on peut faire avec ces 100 personnes qui nous restent. Aujourd'hui, le plus facile pour nous, c'est de jeter. Parce que nous sommes pénalement responsables en cas d'intoxication alimentaire si jamais on donne ces restes à une association. C'est ce que je voulais dire à Madame la Ministre. Comment on peut lever cette règle? Aux États-Unis, il y a une loi qui s'appelle la loi du bon samaritain. Si vous donnez vos restes, mais qui ne sont pas des restes, hein, c'est juste nos cocktails qui ne sont même pas sortis du camion à une association, ça aide des associations qui en ont besoin. En fait, le gaspillage alimentaire dans nos réceptions, c'est comment on peut valoriser le produit qui a été déjà payé par le client en aidant des gens qui en ont besoin. C'est ça la grande idée du gaspillage, pour nous. Donc il y avait cette question que je voulais lui poser. Et puis, alors on a eu des réponses. On nous a dit, c'est très bien, il faut donner, bravo. J'ai dit, très bien, mais comment on le transporte? Ah bah, il faut le transporter vous. Ah bah, je dis oui, donc ça coûte un chauffeur, un camion. Je dis, qui est responsable si il y a une intoxication alimentaire? Bah, c'est vous. Ah bah, je dis, alors super. Et moi, comment vous voulez que j'explique ça à nos adhérents en disant qu'en fait, on est responsable de tout, c'est mieux de donner, et bien évidemment, on a tous une morale. Et c'est ça, en fait, le grand débat du gaspillage alimentaire. Alors, la grande idée de 2015 pour Traiteurs de France, c'est d'organiser un forum ouvert, donc vous y serez invités, avec des parties prenantes, des associations, et surtout des politiques qui peuvent changer la loi, en tous les cas, qui peuvent nous aider, parce que ce que nous, on demande, c'est de nous aider.
Une voiture qui pollue moins, on lui donne un bonus écologique. Je considère que si nous, on jette moins, il faut nous aider. Dans tous les cas, on ne peut pas payer partout. Voilà, c'était la grande idée que je voulais annoncer aujourd'hui. Donc le forum ouvert aura lieu début 2015 et qui sera organisé par Traiteurs de France avec une société qui s'appelle Les Enjeux et les Hommes et qui vont nous aider à monter ce projet avec le ministère de l'Agriculture et du Développement durable. Voilà. Eh bien, bravo, et puis on va suivre cette initiative de très près. Et je suis sûr que Gérard Miquel, donc, qui co-préside le Club de la table française, il se trouve que j'en suis le secrétaire général. Je vous verrai après, on va essayer de vous aider. Président. Oui, alors je suis président de la branche traiteur de Synarca, vice-président aussi au Traiteurs de France, mais en charge d'institutionnel et formation, et directeur de ma société qui est Calixir Traiteurs de France. Voilà. Il y a un an, j'étais avec la mairie de Paris à une table ronde et le ministère de l'Agriculture pour l'anti-gaspillage. Alors, je crois que je ne vais pas répéter ce qu'Alain a dit tout à l'heure, les problématiques de récupérer tous ces produits qu'on peut redistribuer. C'est très compliqué, mais je pense qu'avec le forum qu'on aura lieu au début janvier, on avancera. Mais sachez que nos objectifs, nous, dans nos entreprises, les chefs d'entreprise, on est très sensibles de ce anti-gaspillage. Alors, j'ai rencontré Vincent Brassard, qui est le président de la Tablée des chefs. C'est une association, il y a maintenant 3 mois, je l'ai rencontré, et il m'a expliqué, Alors Vincent Brassard, qui était le président, la Tablée des chefs, il a dans cette association, c'est une association qui existe au Canada, hein, qui est déjà en fonctionnement et qui veut aujourd'hui le mettre en place en France. Alors la Tablée des chefs, c'est des grands chefs aujourd'hui qui vont adhérer à cette Tablée des chefs. Des grands chefs connus, hein, on attend Alain Ducasse, peut-être le chef de l'Élysée. Voilà. Quand on leur parle, aujourd'hui, ils sont assez sensibles à ça. Je serai la société Calixir et Traiteurs de France et parrain de cette association. Alors, on sera parrain, on va subventionner cette association d'ailleurs, le fait. Alors j'explique. Alors, sur l'anti-gaspillage, il y a plein de choses qui se font. On veut récupérer de la marchandise, on veut récupérer de la nourriture, on veut ça. Cette table sociale qui m'a séduit, c'est qu'aujourd'hui, ils veulent sensibiliser l'anti-gaspillage. Je m'explique, qu'est-ce qu'on veut dire sensibiliser, c'est-à-dire éduquer les gens, ne pas gaspiller. Parce qu'on veut toujours récupérer, il faut être en amont. Comment faire pour sensibiliser? Et qu'est-ce qu'on a, on a 3 axes. Premier axe, on a les futurs chefs dans les écoles hôtelières. D'ailleurs, le 28 octobre, on a signé un partenariat avec Médéric, hein, et la Tablée des chefs Calixir, Traiteurs de France, de sensibiliser ces élèves. En fait, quand on va aller dans ces écoles, l'école hôtelière, d'aller avec les chefs, des grands chefs. D'ailleurs, quand un élève d'une cuisine voit un grand chef travailler avec eux. Alors, le premier axe, en fait, on a des partenaires qui sont de nos fournisseurs de produits, le surplus alimentaire. Parce que quand vous allez à Rungis, vous voyez, la pomme qui n'est pas calibrée, la carotte qui n'est pas belle, qui sont consommables, ils les jettent. Nous, on est en train de les rencontrer, ils sont d'accord. Tous ces produits, vous nous les laissez, hein, vous nous les gardez, et on va nous les livrer à Médéric, président, je vous l'informe. C'était 2 fois j'ai essayé d'avoir un rendez-vous pour vous informer de ce que j'allais faire à Médéric. Voilà, mais je sais que le congrès, vous avez été tellement pris que c'est pour ça que je n'ai pas réussi à vous avoir. Mais maintenant, vous êtes au courant. Voilà, tous ces produits, ils vont nous livrer à Médéric avec des grands chefs, et on va concevoir des repas. On a l'intention de faire 500 à 1000 repas qu'on va distribuer à des œuvres caritatives. Parce que le but aussi de l'anti-gaspillage, c'est quoi? Bien sûr, c'est quoi que cette marchandise, qu'est-ce qu'on fait? C'est pour donner à des gens qui n'ont pas les moyens de manger. Et là, nous, on va concevoir. Parce que j'ai rencontré 2 associations, j'aurais dit les restes qu'on aura sur nos buffets, etc. Oui, mais nous, vos restes, on a l'impression de leur jeter. Voilà. Non, on va plus loin. Nous, on va vous concevoir. Hein, tout ce surplus alimentaire qu'on peut récupérer, on va vous concevoir des repas et on va vous les donner. Alors, les enfants, ces jeunes futurs professionnels qui vont demain, ils vont dans leur tête, ils vont comprendre, oui, j'ai fait des œuvres, j'ai récupéré, j'ai fait... Et en plus, leur dire, travailler avec des chefs, concevoir des repas, en te mettre, mais ils adhèrent. Moi, j'en ai rencontré quelques-uns à Médéric, j'en ai parlé, mais à 100%, ils sont d'accord,
Et ils attendent une date d'ailleurs, hein, et ils sont prêts à attendre une date. Alors ça, c'est l'axe premier axe qu'on a voulu faire avec eux. Deuxième axe, et ça la table des chefs aussi avec Vincent Paillard, on a des enfants aujourd'hui, parce qu'il y a des jeunes qui sont en difficulté aujourd'hui. On a dit, tiens, qu'est-ce qu'on va faire? Eux qui ne peuvent pas manger, qui n'ont pas d'emploi, qui n'ont pas de travail, qu'est-ce qu'on va faire? On va aller dans des communes qui sont un petit peu en difficulté. Là, on a rencontré certainement le maire de la Seine-Saint-Denis. Pourquoi la Seine-Saint-Denis? Parce qu'il y a le Stade de France. Pourquoi le Stade de France? Parce qu'on va faire des repas dans le Stade de France avec eux et on va associer repas et sport en même temps. Hein, on va associer avec eux, faire des repas toujours pareils avec des chefs au Stade de France, l'associer les repas et leur dire, voilà, ces repas, on va les distribuer encore pareil avec vous dans des œuvres caritatives. Ça, c'est la deuxième axe qu'on va faire avec eux. Troisième, alors là, par contre, ça va être avec nos clients. Parce qu'il faut sensibiliser nos clients. Nos clients, nous, les traiteurs de France, on sensibilise, ils ne se rendent pas compte des gens, on fait des festins, on fait des repas, on fait tout. Mais quand on sort, hein, vous allez sortir ce soir, quand vous allez au Halles, il y a des gens qui n'ont pas à manger. Quand vous allez à Saint-Eustache, vous voyez tous les soirs la queue qu'il y a qui font la queue pour manger le soir, qu'ils attendent. Voilà, il y a les restos du cœur, il y a tout ça. Ce qu'on va essayer, pareil, tout dans une forme d'éducation, hein, apprendre, leur dire. Alors, on va les recevoir. Par contre, là, je vais les recevoir chez moi dans ma cuisine, hein, dans mes labos. On a à peu près 1000 mètres carrés. C'est-à-dire, on peut faire des repas. On va faire ça 2 ou 3 fois dans l'année. On va inviter nos clients. Pareil, surplus alimentaire, toujours anti-gaspillage. Vous voyez le mot, voilà. On va concevoir des repas avec eux. Et ces repas, qu'est-ce qu'on va faire? On va les distribuer pareil à des œuvres caritatives. En fait, compte, on est dans l'esprit, voilà, les traiteurs de France et la branche traiteur Sinorca, bien sûr. Hein. D'ailleurs, Bruno nous accompagne aussi hein, à ce niveau-là, va nous accompagner. C'est un travail qui va avoir lieu. Et pareil, on va distribuer. Et quand j'ai parlé à 2 ou 3 clients, pareil, hein, je ne vous nomme pas des clients qui sont en crédit agricole, beaucoup de banques financières qui vont nous suivre. Hein. Aujourd'hui, ils ont peut-être des choses à se reprocher, et c'est pour ça qu'ils viennent nous aider. Ils vont même participer hein, financièrement. Vous voyez, financièrement dans le sens où je ne leur demande pas d'argent, d'acheter de la marchandise pour pouvoir concevoir. Hein. On n'est pas là à vouloir recevoir des sous. On veut simplement, s'il y a un surplus qui nous manque des cours, voilà, ils vont nous faire. Et j'arrête, vous promets que j'arrête là, parce que c'est vraiment un sujet qui me tient à cœur et je pense que je voudrais faire participer. Alors, il y a Martine qui m'a dit, lors d'une réunion, et je m'arrête là, Martine m'a dit, et c'est vrai que c'était, Bruno était là quand elle a dit ça, elle a dit, ça fait, je ne sais plus combien de temps, le Resto du Cœur œuvre, ça fait 30 ans, je crois, ou il fait très bien, et c'est ça. Hein. Elle a dit, c'est dommage, c'était nous qui aurions dû faire ça. C'est là métier, c'est nous qui aurions dû faire ça. Les restaurateurs, les traiteurs, c'est nous qui aurions dû faire, œuvrer, aider à ces gens de pouvoir manger. Et c'était à nous de le faire. Et peut-être un jour, il va falloir qu'on prenne le relais des traiteurs, des restos du cœur, parce qu'eux, ils vont s'essouffler à un moment. Hein. Et nous, peut-être, ce sera l'avenir d'aider. Aidons les gens à ce qu'ils puissent manger au moins un repas par jour. Merci. Merci infiniment. Je crois que après avoir entendu nos 5 orateurs de cette table ronde, on se rend compte du dynamisme dont vous faites preuve sur ces différents sujets et on peut que vous féliciter